t'as cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute que t'en as marre de te sentir pas assez confiante, tu trouves pas assez forte, tu penses que ta valeur est résumée par tes accomplissements, tes réussites, que tu vis pour le regard des autres et que tu te sens pas assez prête pour sortir seule, pas assez bien, pas assez compétente, pas assez qualifiée. Et peut-être que t'en as aussi marre d'attendre que cette version-là de toi qui ose, elle tombe toute seule. Comme par magie, qu'un jour tu vas te réveiller et que tu seras cette version-là qui marche la tête haute, qui est fière d'elle, qui en a rien à faire de la vie des autres. Et la vérité, c'est que cette version-là de toi, elle est pas si lointaine. Elle est déjà à l'intérieur de toi. Il faut juste la laisser s'exprimer et réussir à dépasser ce qui nous éloigne d'elle-même. Moi, la première, j'ai été énormément atteinte de people pleasing. J'étais le people pleaser du groupe, le clown, la dinde qui pensait que sa valeur ne venait uniquement de sa réussite académique, de ses médailles et de ses trophées en sport. J'ai lu beaucoup de livres sur la nature humaine, sur des techniques psychologiques pour que les personnes t'aiment, parce que j'avais peur d'être abandonnée. Et aujourd'hui, dans cette deuxième partie de vidéo sur la confiance en soi, je vais vraiment essayer de vous aider à construire une confiance qui ne dépend pas des regards, qui ne dépend pas des likes, qui ne dépend pas des résultats. Donc je vais vous partager des piliers qui m'ont aidé à devenir cette personne, cette version de moi qui marche la tête haute, même quand tout tremble à l'intérieur, même quand j'ai peur, même quand je suis pas sûre du résultat. Celle qui sourit, celle qui respecte sa vérité et son authenticité. Alors si t'es prête à arrêter d'attendre, à te prendre en main et à commencer à construire cette réelle confiance, reste avec moi. Et puis cette vidéo, elle pourrait bien être le point de bascule que t'attendais. C'est bon, let's go. Chapitre 3, les 3 piliers de la confiance. Il m'a fallu des années pour me rendre compte que la confiance en soi, c'était pas un sentiment passager ou un masque à porter de temps en temps, mais que c'était vraiment quelque chose de concret, que c'était une réelle structure intérieure qu'il faut construire. Et surtout, j'ai bien compris que c'est pas quelque chose qu'on cherche à l'extérieur de nous. C'est pas quelque chose non plus que quelqu'un peut nous donner à notre place. Et aujourd'hui, avec l'expérience et le recul, pour moi, elle se repose sur 3 piliers fondamentaux. Je vais te les partager, et évidemment pas comme une formule magique, mais plutôt comme des fondations pour une réelle confiance. Voilà. Le premier des 3 piliers fondamentaux est la confiance physique. Pendant très longtemps, j'étais persuadée que je ne méritais pas mon corps, qui devait être validé par des regards approbateurs de l'extérieur, qui devait répondre à certains critères, que je devais ressembler à d'autres personnes. Et au final, mon corps, je l'ai juste comparé, jugé, caché. Et au final, c'est justement quand j'ai cessé de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, de vouloir absolument avoir le même corps que, je sais pas, Emrata par exemple. Mon corps est réellement devenu mon propre allié. Parce que la vérité, c'est qu'on peut pas construire une confiance durable quand on est constamment en guerre avec notre propre corps. Notre corps, c'est notre enveloppe, c'est notre point d'ancrage au monde. Et c'est lui qui va te connecter à l'extérieur, à tes sensations, à ta présence. Et au final, c'est pas juste une enveloppe, c'est plus une énergie que tu incarnes. Et pour moi, la confiance dans ce pilier-là, elle commence à partir du moment où tu te réappropries ton propre corps. Quand tu sais qu'il est tien, qu'il est à toi, qu'il est unique, et qu'il n'a pas ressemblé à celui de quelqu'un d'autre. Personnellement, je trouve qu'il y a un acte extrêmement transformateur dans le fait de se mouvoir librement et en pleine conscience. Pas dans le but de perdre du poids, dans le but de mincir ou de rentrer dans une case, pas du tout. Mais dans le but réel de ressentir la force de ton être. Et au final, à partir du moment où tu reconnais cette connexion entre toi et ton corps, faire du sport, ça devient juste un rituel de gratitude, d'amour. Manger devient un acte de soin, de self-care. Se regarder dans le miroir, ça devient un acte de reconnaissance. Et encore une fois, la beauté, c'est pas une question de modèle, c'est pas une question de critères. Pour moi, c'est plutôt une cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu vibres. Ça peut être de fixer le regard à quelqu'un alors que tu te sens totalement ridicule. Ça peut être de mettre la tenue que tu as envie de mettre aujourd'hui alors que t'as pas du tout envie de te faire remarquer. C'est ça la beauté. C'est qu'en fait, ce que tu ressens, ce que tu avais envie de faire au début, tu l'honores. Tu le portes avec fierté. Quand tu acceptes de lever les yeux et que tu occupes l'espace, quand tu t'habilles pour toi-même, pour t'honorer, plutôt que pour valider un idéal totalement extérieur, tout change. Et encore une fois, pour moi, ça va être dans les détails que tu vas redéfinir ta relation avec ton corps, avec toi-même. Pas dans la perfection, mais dans l'intention, dans le respect, dans la régularité avec laquelle tu choisis de l'aimer, même quand c'est compliqué, même quand c'est difficile, même quand tu le trouves. Et ce processus-là, il n'est pas du tout anodin. Il te ramène à toi, il te rend ta solidité. Le second pilier est la confiance sociale. La confiance sociale, personnellement, pour moi, c'est l'une avec laquelle on lutte le plus chaque jour. Évidemment, ça change par personne, mais en tout cas, dans mon entourage, j'ai vraiment l'impression que c'est celle-ci à laquelle mes proches font le plus face. Et pour la simple et bonne raison qu'elle est constamment testée. Chaque fois qu'on rentre dans une pièce, qu'on s'exprime, qu'on est visible, on a cette petite voix dans la tête qui surgit et qui nous dit
Est-ce que je suis assez? J'ai fait des erreurs, tout le monde me regarde, j'ai sans doute quelque chose sur moi, j'ai un truc sur le visage. Et au final, sans s'en rendre compte, on finit par calibrer notre comportement pour plaire, pour éviter le rejet, pour faire plaisir, pour maintenir une fausse image. Et au final, on devient des acteurs, des performeurs. Notre présence est totalement performative puisqu'on va adapter une posture, un style, une manière de parler, des mots pour correspondre à l'attente qu'on pense que les autres ont de nous. Et dans la suite logique des choses, dans ce processus-là, on finit par perdre quoi? Notre vérité fondamentale, notre authenticité, qui on est, notre essence. Mais à un moment, tu finis par comprendre que tu peux pas vivre de manière dépendante des autres et que ce regard extérieur, cette validation de la part des autres, c'est juste un puissant fond. Et tu ne peux pas et tu ne pourras pas plaire à tout le monde, même pas à la majorité. Plus tu essaies d'y correspondre, plus tu t'éteins, plus tu te perds, plus tu vas finir par devenir une version floue de toi-même, une version diluée. Alors que la vérité, c'est que la confiance sociale, elle vient pas de ta capacité à être aimé par les autres. Au contraire, elle vient de ta capacité à rester toi-même, même dans les moments où tu ne te sens pas aimé, où tu ne l'es pas, où tu es seul. Et c'est ce switch intérieur-là qui va te permettre d'être présente, sans chercher à performer. Et tu vas réaliser qu'en face, au final, ils te regardent pas tant que ça. Tu vas réaliser qu'on est tous tellement occupés par nous-mêmes, qu'on est persuadé que les autres sont toujours en train de nous observer, de nous juger, de nous scruter, etc. De porter un certain regard sur nous. Et la vérité, c'est qu'on est tellement occupés par nous juger nous-mêmes qu'on n'a même pas le temps de juger les autres. Et tout ça, ça vient du spotlight effect, de l'effet projecteur qui nous donne l'illusion que toute l'attention est placée sur nous. Que quand on sort dans la rue, qu'on est dans un bus, tout le monde nous voit, tout le monde nous regarde, tout le monde est en train de remarquer les petits détails, les petites imperfections qu'on a. Alors qu'en fait, ce processus-là, c'est juste nous qui sommes en train de projeter notre propre peur, notre propre monde intérieur sur les personnes en face de nous. C'est-à-dire que si je suis dans le bus et que je me dis oh, tout le monde est en train de voir que j'ai un truc entre les dents, est-ce que vous pensez qu'ils ont vu ce que j'ai entre les dents? Ou que c'est plutôt moi, dans mon monde intérieur, dans ma tête, qui me suis dit j'ai un truc dans la dent, je le sais, et ça me stresse parce que je suis sûre que s'ils vont le voir, ils vont me juger. Donc oui, c'est moi qui vais porter un regard accusateur, jugeur sur moi, je vais le projeter comme si c'était une vérité de la part des autres. Et quand tu te rends compte que c'est ton propre regard que tu projettes sur le monde, c'est là que tu reprends ton pouvoir. C'est quand tu rentres plus dans une pièce en te demandant si les gens t'aiment ou si les gens vont t'aimer. C'est quand tu rentres dans la pièce en te demandant si toi, la personne que toi tu es, que tu es devenue, t'en es fier. Est-ce que tu es fier de la personne que tu incarnes? Quand tu donnes plus d'énergie à l'extérieur, quand tu sais ta valeur, quand tu sais qui tu es, quand tu arrêtes de constamment donner ton énergie, de la tourner vers l'extérieur et vers la vie des autres, et ben forcément elle va où cette énergie, elle va en toi, elle vient dans ton intériorité. Donc quand tu arrêtes de donner ton pouvoir à l'extérieur, tu t'aimes plus. Parce que plus tu te connais, plus tu t'aimes, plus tu rayonnes naturellement. Le troisième pilier de la confiance en soi est la confiance intérieure. On arrive à la troisième couche. C'est la plus profonde et celle-ci, elle dépend d'aucun miroir, d'aucun feedback, d'aucun like, d'aucune action de la part des autres. C'est littéralement la confiance que tu te portes dans ton cœur. C'est celle qui te soutient les jours où tout semble flou, où tu doutes, les jours où t'as aucune preuve extérieure que tu vas pouvoir y arriver. Cette confiance-là, c'est celle qui vient de l'intérieur, c'est celle que tu construis avec toi-même. Et cette relation-là, elle se nourrit d'un mot, l'alignement. Le truc ici, c'est que tu ne peux pas te sentir en confiance si tu ne respectes pas tes propres engagements. Si tu trahis, si tu dis ah je vais faire ça et qu'au final tu le fais jamais, ton cerveau, ton subconscient, il enregistre tout. Il le cache quelque part. Ce phénomène-là, il va juste faire qu'à chaque fois que tu te promets quelque chose et que tu ne tiens pas, bah ton cerveau, il va encore une fois stocker cette information-là et à chaque fois, tu vas perdre un bout de ta crédibilité. Et petit à petit, c'est comme ça que toute ta crédibilité, toute ta confiance en toi est totalement sapée. Juste par le fait que tu ne tiens pas tes propres promesses. Et à force, tu crois plus en toi, tu doutes de tes capacités à changer, à pouvoir évoluer. Et si ça marche dans un sens, l'opposé est vrai aussi. C'est-à-dire qu'à chaque petite action alignée que tu vas faire, chaque promesse que tu vas te tenir à toi-même, va venir renforcer ton socle intérieur, ton socle de confiance, ta base. La confiance intérieure, c'est littéralement un muscle, encore une fois. Plus tu la nourris par l'action, plus elle va se renforcer. Et surtout, plus tu commences à t'accepter avec tes défauts, tes incohérences, sans jugement, juste avec compassion, plus tu gagnes en puissance. La vérité, c'est que t'as pas besoin d'être parfaite pour te sentir solide. T'as besoin de te connaître, t'as besoin d'être honnête avec toi-même et surtout t'as besoin de te rechoisir chaque jour. Même après un échec, même après une chute. Parce que c'est ça la vraie force. C'est pas l'absence de faille, c'est pas l'absence de défaut. C'est la résilience. C'est le fait de tomber 8 fois et de se relever 9 fois. Encore une fois, tu n'es pas défini par tes erreurs. Quand t'as développé cette force-là, cette confiance en soi, c'est que tu sais que t'es pas défini par tes erreurs. Tu as cette sécurité, cette profonde croyance en toi que ça va aller, que tout va le faire. Et cette résilience-là, pour moi, c'est la capacité à rester fidèle à toi-même, même quand personne te regarde. C'est ta capacité à t'aimer dans l'ombre et pas que dans la lumière. Et honnêtement, c'est ça qui fait toute la différence. Tu pourras avoir le corps parfait, le style, le look, les compliments, la validation de la part des autres. Mais si t'as pas cette confiance à l'intérieur de toi, tout vacille. Rien ne sert plus à rien parce que tu vas te mettre à douter de chaque petit compliment, de chaque petit regard. Et ça veut dire que tu finiras toujours par vaciller. Alors que quand t'es en paix avec toi-même, même les critiques glissent. Même les rejets te détruisent pas. Parce que tu sais qui tu es, tu connais ta valeur et tu sais pourquoi tu fais ça. Et cette clarté-là, cette solidité, c'est la base de tout.
Avant de passer au prochain chapitre, j'aimerais quand même noter une certaine différence entre ce que j'appelle la confiance interne et la confiance externe. Donc tout ce qui va toucher la confiance externe, c'est avec tout ce que tu vas pouvoir atteindre facilement. Tu vas pouvoir te maquiller, faire une belle coiffure, mettre des tenues. Je trouve que ça rejoint un peu tout ce qui va être dans la catégorie de la confiance physique. Et en fait, cette confiance externe-là, elle implique beaucoup de fake it till you make it. Qui, encore une fois, moi j'adore ce concept-là parce qu'il m'a aidé pour beaucoup, mais ça fait pas tout. C'est juste qu'effectivement, pour devenir confiante, quand tu l'incarnes pleinement, toutes les caractéristiques, les petites particularités de ta personne de rêve, de ton alter ego visé, plus tu les répètes comme ça, plus elles vont finir par devenir naturelles. Pour moi, la partie externe de notre confiance, elle est bien plus facile à travailler, bien plus facile à développer. Dans le sens où tu as juste à faire semblant assez longtemps pour reprogrammer ton cerveau et que ça devienne sa nouvelle réalité. Si vous faites que ce travail-là, vous allez avoir votre confiance, genre vous vous trouvez belle, vous avez confiance en vous, palati palata. Par contre, il manque une chose. Il va manquer cette confiance intérieure. Si c'est votre cas, si vous vous sentez très bien dans votre peau, on va dire, mais que vous n'avez pas confiance à l'intérieur, ça vient sans doute du côté de la confiance interne, qui va être plus tournée du coup sur le troisième pilier de la confiance, qui est la confiance intérieure, la confiance authentique. Et pour moi, la confiance interne, elle va donc signifier que c'est le moment où tu n'as plus besoin de l'approbation de qui que ce soit. Parce que quand tu as plus besoin de l'avis de toi, tu peux poster ce que tu veux, tu peux porter ce que tu as envie, tu peux donner ton opinion, sans avoir toujours à faire un double check, sans avoir constamment regardé les expressions faciales de tes proches, etc. C'est ce moment où quand vous voulez poster la photo, au lieu de l'envoyer sur Snap à toutes vos copines en disant c'est laquelle vous préférez, c'est toi qui choisis ta photo. Parce que tu sais, ton avis, il est bien assez, il est suffisant et il est aussi valable que celui des autres. Et même, il est plus valable, sachant que cette décision, elle est pour toi et venant de toi. Quand tu décides de demander l'avis de quelqu'un d'autre, t'envoies un message conscient ou inconscient à ton cerveau qui te dit « j'ai pas confiance en moi, j'ai besoin de l'avis des autres, mes choix ne sont pas valables, je ne sais pas faire les bons choix, etc. » Ce phénomène-là, au final, il va faire quoi? Il va juste diminuer ta confiance en toi au fil du temps. Chapitre 4, construire une confiance réelle et durable. Tu peux lire tous les livres de développement personnel que tu veux, tu peux répéter toutes les affirmations dans le miroir que tu veux, méditer tous les matins et tous les soirs. Mais si ton système de croyance n'évolue pas, rien ne changera. Parce qu'au fond, ce qui façonne ta réalité, c'est tes pensées. Ce en quoi tu crois, ça devient ta boussole, ça devient ton prisme dans lequel tu vois. Et si ce que tu crois à propos de toi, à propos du monde, de tes capacités, de ce que tu mérites ou non, est encore basé sur des peurs, sur des conditionnements ou sur des blessures, alors tu vas passer ta vie à saboter ta propre expression sans même le savoir, sans même t'en rendre compte. Et parce qu'encore une fois, la confiance en soi, c'est pas juste une posture sociale, c'est pas juste un sentiment, une sorte de sensation dans son corps, c'est aussi et surtout une manière de penser. Une façon de voir la vie, les autres, les relations, les opportunités. En fait, c'est un peu comme un filtre que tu choisis de mettre, comme une paire de lunettes. C'est un filtre que tu as juste volontairement pour sortir de la survie et enfin entrer dans une posture de création. Et donc oui, t'as compris, ce chapitre c'est une invitation à te déprogrammer, à déconstruire ce qui t'appartient pas et ce qui ne te sert plus, à t'autoriser à penser différemment et donc à vivre différemment. Et parce qu'au final, on le sait tous, chaque transformation intérieure commence par un changement de regard, un changement de mindset. La première sous-partie, les mindset shifts. First of all, tu n'as rien à prouver pour être valable. Ce chiffre-là, c'est littéralement une révolution intérieure. Pourquoi? Parce qu'il vient casser des années de conditionnement. Toute notre vie, on nous a appris que notre valeur, elle devait se démontrer par nos notes, notre gentillesse, notre productivité, notre physique, notre capacité à être utile ou à être aimé. On a tous grandi avec cette idée de si tu veux mériter ta place, il faut que tu sois exceptionnel. Il faut que tu le mérites, il faut que tu sois incroyable, il faut que tu sortes du lot. Et je trouve que trop peu de personnes en parlent, mais c'est ce mensonge-là qui nous pousse à nous juger, à nous comparer avec les autres, à vouloir faire plus, être plus, etc. Mais la vérité, c'est que t'as rien à prouver, t'as rien à montrer, rien à performer, rien à justifier. Tu es valable, point. Le fait d'être né, le fait d'être un humain te rend valable. Même quand t'es en gueule de bois émotionnel, même quand c'est la 3e fois que tu pleures dans la journée, dans ton pyjama, tu restes valable. Ta valeur, elle bouge pas, elle est pas fluctuante, elle est pas basée sur l'avis des autres. Et ce mindset shift, ça, il change tout parce qu'il t'autorise à vivre sans pression. Il t'autorise à respirer, à te libérer de l'obsession de plaire, de t'expliquer, de devoir justifier d'exister. À partir du moment où tu existes, tu es digne. Comme un arbre, comme le ciel, comme une œuvre d'art. Ils n'ont pas de la valeur parce qu'ils font quelque chose. Ils ont de la valeur parce qu'ils sont. Ils existent. L'embarras est une construction mentale. Évidemment, on croit tous que c'est réel et qu'il y a objectivement des situations gênantes. Mais l'embarras, c'est juste une projection, une perception qu'on a de nous-mêmes à travers les yeux des autres. C'est notre imagination qui invente des scénarios où 99% des gens nous jugent, où tout le monde nous observe, où tout le monde se moque. Personne n'y fait attention. Et même quand c'est le cas, ce jugement, il dure que quelques secondes. Puis il passe à autre chose, parce qu'on est tous trop concentrés sur nous-mêmes. On a déjà eu tous ce moment où on était dans la rue, on a trébuché, et là, pendant les prochaines 5 voire 10 minutes, on ne pense qu'à ça, et on se dit, tout le monde autour de nous sait que je suis tombée, tout le monde autour de nous se moque de moi et se dit, ah, le clown, c'est la risée du village. On a déjà eu ça.
Alors que je pense que quand tu vois toi-même quelqu'un tomber dans la rue, tu dis ah, il est tombé. Et puis voilà, tu oublies. Tu fais 3 mètres, tu oublies. C'est ça qui arrive. Et il faut savoir que tu peux t'entraîner à désactiver cette peur. Et encore une fois, j'en ai déjà parlé, ça va être comme pour le spotlight effect, il va falloir utiliser l'exposure therapy, la thérapie d'exposition. Par exemple, fais exprès quelque chose d'absurde. Crie quelque chose dans la rue, parle très fort, dis quelque chose de très bête, allonge-toi au sol. En faisant ça, tu vas te rendre compte que rien ne se passe vraiment. L'univers est pas en train de s'écrouler parce que t'as été un peu gêné en faisant quelque chose. L'embarras, il est pas en train de t'engloutir, t'existes encore. Et au contraire, tu gagnes en liberté parce que plus tu assumes, moins tu doutes. Et moins tu te caches, plus tu t'allèges. Quand tu t'es tellement mis dans des situations embarrassantes devant les gens, tu as appris qu'en fait, ça ne fait rien. Et à partir de là, tu es réellement libre. L'embarras, c'est littéralement un signal que t'envoies à ton propre cerveau. Tu peux le regarder dans les yeux et lui dire « ça n'a pas d'importance » et continuer ton chemin et continuer à vivre. Cet embarras-là, c'est littéralement le spotlight effect. C'est que ce que notre intériorité craint, ce dont on a peur, on le projette sur les autres. Et du coup, l'embarras, c'est vraiment juste une construction mentale, puisque c'est juste nos propres peurs qu'on projette sur le monde. Le respect de soi avant tout. Tu peux être douce, belle, gentille, généreuse, chaleureuse, mais si t'as pas de respect pour toi, les autres n'en auront pas non plus. Le respect de soi, c'est pas un luxe, c'est littéralement une fondation. C'est la base de tout. C'est ce qui fait que tu choisis ce qui va t'élever au lieu de ce qui te garde petite. C'est ce qui t'amène à dire non, à poser des limites, à quitter ce qui t'honore plus, même si ça fait peur. Il faut respecter ton temps, tes émotions, ton corps, tes besoins. C'est ça te respecter. C'est pas une posture hautaine, c'est pas une barrière froide. C'est une affirmation douce mais ferme qui signifie « je mérite mieux que ce qui me blesse ». Et surtout, ça signifie « je suis responsable de la manière dont je me traite moi-même ». Il faut savoir que le respect de soi, c'est pas toujours visible. C'est le choix silencieux de fermer ton ordi pour aller dormir. C'est le choix de ne pas répondre à ceux commentaires qui te rabaissent, de t'éloigner des gens qui t'écoutent pas vraiment, qui te drainent plus qu'autre chose. C'est tous ces petits gestes que personne ne voit, mais qui au final accumulés créent ton intégrité. Ton ancrage, ta paix. Tu es responsable de ta vie. Et ce point-là, il est totalement révolutionnaire dans la manière de se voir, dans le regard qu'on se porte. En mon sens, il y a trop de personnes qui vivent en autopilote. Trop de personnes qui cherchent toujours des raisons extérieures pour justifier leur mal-être. Ils blâment leurs parents, leurs proches, leur école, la société. C'est terrible, ça leur enlève toute responsabilité, tout pouvoir. Alors qu'à partir du moment où tu acceptes tes responsabilités, tu te rends compte que tu es responsable de ta vie, tu reprends le contrôle. Tout ce qui se passe dans ta réalité est une conséquence de tes choix, même ceux qui te semblent imposés. Et c'est une vérité que je trouve bien loin d'être fataliste. Bien au contraire, je trouve qu'elle nous libère. Parce que ce mindset-là, d'être responsable de ta vie, il vient te libérer. Il te permet de t'affirmer dans tes décisions. Tu arrêtes de jouer la victime et tu choisis à chaque instant de te mettre en mouvement. Il faut que tu réalises que même face à des événements qui sont hors de ton contrôle, c'est ta réaction, c'est ta manière d'y réagir qui te définit. T'as pas besoin de manipuler les autres pour arriver à ce que tu veux parce que t'as la force intérieure d'assumer tes choix, d'en tirer les leçons et de grandir à chaque étape. On va prendre un exemple d'une personne qui se plaint constamment à son travail. Elle pourrait passer ses journées à se dire c'est la faute de mon patron ci, de mon patron ça, c'est la faute de mon entreprise parce qu'elle reconnaît pas ma valeur. Sauf que toutes ces excuses-là, ok, ça peut-être que ça la réconforte dans sa pensée, dans les idées qu'elle a d'elle-même et du monde maintenant, mais le vrai pouvoir, la vraie souveraineté, elle va arriver au moment où elle va te dire « Ok, j'ai choisi d'être là, c'est pas ce que je voulais, donc je vais agir en conséquence. Je peux partir chercher un autre job, je peux changer ma perspective du monde. » Et oui, prendre la responsabilité de ta vie, c'est tout ça. Et la vraie question à se poser maintenant, c'est qu'est-ce que je fais avec ce que je contrôle? Est-ce que ce que je fais avec ce que je contrôle m'amène dans la direction que j'ai envie ou pas du tout? Le 5e mindset shift est ce que tu ressens est valable, même si c'est inconfortable. J'ai remarqué qu'on a souvent cette fausse idée que toutes les émotions négatives sont à éviter, que tout ce qui est désagréable est à fuir à tout prix. Pourtant, c'est précisément ce que tu ressens qui va donner des indications, des clés sur qui tu es, ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Tes émotions, elles sont pas là pour te déranger, elles sont là pour t'informer. Si tu ressens de la colère, de la tristesse, de l'anxiété, ça veut dire que dans ton environnement ou dans ton intériorité, il y a quelque chose qui doit être ajusté ou aligné. T'aimer, c'est accepter chaque émotion sans jugement, même si elles sont douloureuses. Quand tu te permets de réellement ressentir tout sans jugement, tu vas au-delà de la réaction simple, la réaction pure et dure. Tu commences à réfléchir, tu commences à remettre les choses en question, tu commences à comprendre d'où vient le ressenti et pourquoi. Au lieu de fuir la douleur ou l'inconfort, tu leur laisses faire leur travail, tu les laisses passer. Et au lieu d'être dans le manque et de te dire « il faut que j'aille mieux tout de suite », donne-toi plus la place de les vivre. Parce que c'est de fausses croyances de dire « je suis positive tout le temps, je veux être heureuse tout le temps ». Ces buts, ça n'arrivera pas parce que la vie, c'est des fluctuations. Il y a des hauts et des bas, et c'est la même ligne. C'est continuel. Tu peux pas aller tout droit. On va prendre l'exemple d'une rupture amoureuse. Si tu te refuses de laisser tant pleurer, si tu te refuses d'être triste, que tu te refuses de ressentir cette douleur, ce vide, tu vas t'empêcher de guérir. Et si tu es dans le déni de ton émotion, au lieu de la vivre, au lieu de l'expérimenter, tu vas venir la tasser et la mettre dans ton corps. Elle va pas disparaître,
Tu vas peut-être pas y porter attention maintenant, mais elle va juste te ronger de l'intérieur. Alors que de la ressentir, de la laisser passer, déjà elle va passer plus vite, et elle va pas rester bloquée en toi puisque tu l'auras pleinement vécu. Enfin, le dernier mindset shift de ce chapitre, c'est la confiance est silencieuse. C'est l'un des secrets les mieux gardés des gens qui rayonnent réellement confiance. Et ce secret est qu'ils n'essayent pas de le prouver. La vraie confiance en soi, c'est d'être juste là, d'être pleinement présent et de ne pas avoir besoin de performer, de pas avoir besoin de se montrer, de se faire remarquer. En fait, quand on a réellement confiance en soi, on n'a plus besoin de faire du bruit, on n'a plus besoin de se mettre au centre de l'attention. L'aura d'une personne qui a confiance en elle-même, elle n'a pas besoin de se justifier par des actions spectaculaires ou quoi que ce soit. Elle parle pour elle-même. Energy speak for itself. Parce qu'on le sait tous, quand on rentre dans une pièce et que d'un coup on ressent quelque chose, ça peut être de la tristesse, de la colère, ou ça peut être de en fait c'est l'énergie des gens, on le ressent. On ressent le champ électromagnétique des autres. Et ce mindset shift là, il vient briser l'idée qu'il faut constamment se remettre en avant, il faut constamment travailler pour avoir confiance en soi et qu'on nous remarque. Alors que la confiance, elle n'a pas besoin de témoins. Oui, elle est discrète, oui, elle est silencieuse, mais elle reste palpable. On va prendre un exemple pour imaginer tout ça. Prenons le leader, le chef d'une équipe de basket. Il n'a pas besoin de se vanter constamment de ses mérites pour avoir le respect de ses collègues. C'est son calme, sa capacité à écouter, sa capacité à agir qui va le mettre en avant. C'est exactement comme un arbre qui n'a pas besoin de faire du bruit pour prouver qu'il est solide. Il est juste là, stable, fort. Apprendre à être à l'aise dans le silence, dans l'absence de reconnaissance, c'est apprendre à se suffire à soi-même. Pas besoin de validation, c'est juste une confiance tranquille. Des tips et stratégies pour muscler ta confiance en toi. Le tips numéro 1 est établir des limites claires et les tenir. Pour moi, une des clés pour établir une réelle confiance en soi, c'est de réussir à poser des limites. Et ça commence par reconnaître que ton temps, ton énergie et ton bien-être, c'est précieux. Parce que lorsque tu n'établis pas de limites claires, tu te retrouves sans cesse à tout donner aux autres, souvent au détriment de toi-même. Et tout ça, ça peut donner naissance à de la frustration, à des ressentiments et même à un épuisement mental et émotionnel. Et en soi, les limites, c'est juste une frontière saine entre ce que tu acceptes de faire, de vivre, et ce que tu refuses de tolérer. Établir des limites claires, c'est avoir la capacité de dire non quand c'est nécessaire. C'est de protéger ton espace personnel, physique et émotionnel. Par exemple, si tu apprends à ne pas répondre aux messages pendant tes horaires de travail et de boulot, apprends à dire non, simplement mais fermement. Moi, la première, au début, j'arrivais pas à mettre des limites parce que je trouvais que c'était égoïste. Et que autour de moi, on faisait comme dire allez, tu changes, tu deviens égoïste, tu penses qu'à toi. Alors qu'en fait, c'était pas que je pensais qu'à moi, c'est que je pensais à ce que moi était bien pour moi. Qu'est-ce qui me faisait vivre? Et en fait, je passais mon temps à être une people pleaser, à tout donner aux autres, et je m'oubliais et je finissais par rentrer chez moi frustrée, énervée, en colère contre tout le monde, parce qu'au final, j'avais tout donné pour eux et rien pour moi. Maintenant, mes amis le savent. Je suis très peu disponible, parce que je préfère être seule que mal accompagnée. Je préfère être seule qu'aller dans des situations ou avec des gens qui me drainent. Donc oui, on me verra pas très souvent traîner entre midi et 2 à la fac, on me verra pas très souvent après 18h. Mais c'est comme ça, je protège ma paix, je protège mon énergie et ce qui compte pour moi maintenant. Peut-être que dans des années, j'aurai d'autres limites. Mais là, c'est des limites personnelles. Je ne veux pas rester avec des personnes qui me drainent, dans des lieux, des situations qui me drainent. C'est soit c'est donnant-donnant, soit il n'y a rien. Et au début, ça peut paraître hyper difficile de poser des limites, mais en fait, c'est à force de les tenir que tu vas commencer à développer cette confiance en toi. C'est à force de les tenir que tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est rien. Et c'est normal, c'est juste du respect. Tu vas jamais fâcher un proche à toi pour te dire enlève tes chaussures à l'entrée. C'est ses règles, c'est ses limites. Tu les respectes, et c'est pareil. C'est pas forcément physique, c'est pas forcément quelque chose qui a un rapport avec notre physique, notre lieu de vie, etc. Ça peut être vraiment quelque chose comme moi je veux pas manger après que le soleil se soit couché. Ça veut dire que si on m'invite au resto à 23h, je dirais non, moi je suis le cycle du soleil pour manger. Je ne mangerai pas après que le soleil se soit couché. C'est en posant ces limites que tu montres aux autres que tu valorises ton temps, que tu valorises ton énergie, que tu valorises qui tu es. Et c'est comme ça que tu leur montres l'exemple de comment te traiter. C'est sûr que si d'un coup tu mets des limites, il y en a plein qui vont être là en mode ah t'as changé, palati palata. Heureusement que je change. Je suis un humain, je suis fait pour évoluer. Si aujourd'hui j'étais encore la même personne qu'il y a 5 ans, mais s'il vous plaît tirez-moi les cheveux. Je ne demande qu'une chose, je ne demande qu'à évoluer, à me transformer. Et au final cette pratique de définir des limites, elle permet de te recentrer sur toi-même et de perdre moins d'énergie et d'attention par-ci par-là. Ça permet de réduire le stress et de mieux gérer tes relations. La stratégie numéro 2 est d'arrêter de rire de soi pour se faire accepter. J'ai remarqué que c'était une habitude courante de se déprécier et de faire des blagues sur soi-même pour se faire accepter, pour éviter d'être perçu comme quelqu'un d'arrogant ou pour masquer des insécurités. Alors que cette stratégie-là, elle fait que nourrir une image de toi négative et affaiblir ta confiance. Parce qu'en fait, en ricanant et en te moquant de toi, de tes défauts, etc., t'envoies un message à ton cerveau qui lui dit « en fait, je me respecte pas et je mérite pas le respect des autres ». Pour renforcer ta confiance en toi, tu dois accepter qui tu es, sans chercher à te rabaisser pour être validé par les autres. Et c'est pas de l'arrogance, c'est la reconnaissance de ta propre valeur. Parce qu'en fait, en faisant preuve de compassion et en arrêtant de te dévaloriser, tu finis par davantage te respecter. C'est simple.
Et la confiance en soi, elle vient de cette acceptation, de se lâcher prise face à l'idée qu'il faut absolument chercher l'approbation à tout prix. Le type numéro 3, c'est apprendre à se connaître, prendre du temps pour soi ou tenir un journal. Parce qu'évidemment, la base de toute confiance en soi réside dans la connaissance de soi-même. Plus tu te connais, plus tu es en mesure de prendre des décisions qui sont alignées avec ce que tu désires, ce que tu as envie, ce qui te fait te sentir complète. Et pour apprendre à se connaître pleinement, il existe plein d'outils spécifiques. Ça peut être le journaling, qui est pour moi extrêmement pratique et puissant, grâce à des prompts, à du shadow work. Ça peut être aller faire des thérapies, prendre des tests en ligne, comme le Human Design, le Matrix Destiny, l'astrologie. Tous ces outils-là, ceux que tu vas utiliser, ça va dépendre de tes propres envies, tes propres goûts, etc. Tes propres croyances. Par exemple, moi j'utilise souvent le journaling et en fait, en écrivant régulièrement tes pensées, tes émotions, tes réflexions, tu finis par développer une meilleure compréhension de tes peurs, de ce qui te motive, de ce qui te stresse, de tes désirs. Et en fait, pour moi, un journal, donc un journal intime par exemple, c'est vraiment un espace de liberté. Parce que tu sais que personne ne le lira, que personne ne verra ce que tu écris et que personne d'autre que toi n'a accès à ce lieu-là. Et un carnet, ça peut être un carnet de gratitude, il peut te permettre de suivre ton évolution, d'analyser tes réussites et tes échecs, et il te permet aussi de voir de manière objective les endroits que tu dois améliorer. Plus tu te connais, plus tu vas être serein face aux défis parce qu'en fait tu sais comment tu réagis. Et quand tu sais comment tu réagis, tu sais d'où ça vient et tu sais du coup comment tu vas pouvoir y répondre. Par exemple, moi le soir, il y a une pratique que j'aime bien, c'est je prends mon carnet et je vais écrire par exemple quelles sont mes 3 réussites de la journée. Qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer demain? Quelle est ma priorité demain? Quelles sont les choses pour lesquelles je vais être reconnaissante aujourd'hui? Et en fait, à force de l'intégrer dans ta routine, ça va devenir une habitude et tu vas voir. C'est juste que tu vas réussir à plus te comprendre. La stratégie numéro 4 est créer un portfolio de preuves. Alors cette idée-là, ce terme-là, je l'ai vu dans une vidéo de Tam Kaur ou Tamana Kaur et je l'ai trouvé génial, génialissime. Parce que j'avais jamais pensé à ce concept-là en lui donnant un nom. Et de lui donner un nom, je trouve que c'est bien plus facile pour expliquer. Pour moi, une autre des stratégies qui est extrêmement puissante pour construire une bonne confiance en soi, vous l'avez deviné, c'est de créer un portfolio de preuves ou un journal de preuves. Il s'agit de garder des traces de toutes tes victoires, qu'elles soient petites ou grandes. Et ce portfolio-là, il peut prendre différentes formes. Ça peut être sur Notion, sur votre PC, dans un carnet, ça peut être juste des screenshots, ça peut être une liste dans vos notes, ça peut être un tableau comme un vision board. La question maintenant est, pourquoi ça fonctionne? Parce que la confiance en soi, elle est principalement nourrie par des preuves concrètes de nos capacités. De cette certitude concrète qu'on a la capacité à faire face aux défis du futur. Et en fait, ce journal-là, ce portfolio-là, il va servir qu'à chaque moment où tu doutes, tu penses que t'es pas capable, tu remets toute ta vie en question, tu remets ton chemin en question, tu vas voir ton journal, tu vas le prendre et tu vas aller lire toutes les preuves qui font que tu es assez. C'est pour sortir des schémas de conscience habituels qui font que te répéter que non, tu n'es pas assez. Ça te rappelle toutes tes réussites, ça te rappelle que tu es capable d'avancer, que tu es capable de le faire. Et ce portfolio-là, il te donne des preuves tangibles de tes compétences, de ta résilience, de tes capacités. Et toutes ces preuves-là, elles permettent de renforcer ta confiance en soi au fur et à mesure des jours qui passent, au fur et à mesure des épreuves et au fur et à mesure des victoires que tu notes dans ton portfolio. Le tips numéro 7 est traite-toi comme quelqu'un que tu aimes. Souvent, on a tendance à être nos pires critiques. On est souvent dur, hyper exigeant envers nous-mêmes, bien plus que ce que l'on demande aux autres. Donc on va être extrêmement tolérant envers les autres, mais hyper intransigeant envers nous-mêmes. Et pour moi, construire une réelle confiance en soi, ça passe aussi par commencer à se traiter comme une personne qu'on aime, comme notre meilleur ami, comme notre animal de compagnie. Parce que qui va mal parler à son chat? Qui parle mal à sa meilleure amie? On passe notre temps à se critiquer, à dire qu'on n'est pas assez et qu'on est nul. Mais si vous entendiez votre meilleure amie dire ça d'elle-même, est-ce que vous l'écouteriez en disant bah ouais, c'est vrai, ouais, à fond? Non, vous allez être là, vous allez démonter tout ce qu'elle dit. Vous commencez à parler avec la même joie, la même gratitude, la même bienveillance, le même bonheur avec lequel vous parlez aux autres. Et ça implique de prendre soin de soi, de se donner des moments de plaisir, de se pardonner pour les erreurs du passé. Parce qu'en fait, quand tu commences à te traiter avec amour, tu cesses de t'auto-saboter. Et t'apprends à être plus indulgent avec toi-même et à mieux te comprendre. Et honnêtement, dites-vous qu'un geste aussi simple que d'aller devant un miroir, de se regarder et dire « Je suis fière de toi, je suis fière de ce que t'as accompli, je suis fière de tout ce que t'as traversé, bravo et merci ». Juste ça peut transformer la relation que tu as vers toi-même. La stratégie numéro 6 est de célébrer tous les moments où tu vis en accord avec tes valeurs. Donc on est tous d'accord pour dire que nos valeurs, c'est les principes fondamentaux qui vont nous guider pour prendre des décisions, qui guident nos actions et notre manière de nous comporter. Tes valeurs, elles sont au cœur de ce qui te motive et de ce qui te fait sentir authentique. Et quand tu prends une décision alignée avec tes valeurs, tu te sens automatiquement bien dans ta peau. Parce que tu sais que tu as agi en fonction de ce qui était bien pour toi. Et ça fonctionne un peu de la même manière que de se moquer de soi-même. En fait, célébrer tous les moments où tu vis dans tes valeurs, où tu suis tes valeurs, ça renforce ta confiance en toi. Et au final, tu t'envoies des messages de validation intérieure. Et c'est ça qui va te construire une identité solide, qui va l'ancrer dans une image positive et cohérente de toi.
Par exemple, chaque semaine, le dimanche, je peux faire une petite rétrospective de tous les moments que tu as passés en accord avec tes valeurs dans la semaine. Rien que ça, tu vas voir, tu vas être là, waouh, ok, ça fait du bien à savoir. Et ça va aussi pouvoir te permettre de voir tous les moments où tu les as pas suivis et du coup de savoir où est-ce que tu dois travailler, où est-ce que tu dois encore ajuster. Tip number 7 is observe ton protecteur intérieur avec compassion. Quand je parle de protecteur intérieur, je parle de la petite voix dans notre tête qui commente absolument tout ce qu'on fait et qui généralement nous parle de manière très négative et nous fait croire des choses totalement fausses. Parce que tout le monde a cette petite voix intérieure qui critique ou protège. Et cette voix, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut être le doute, la peur de l'échec, la peur du jugement, des pensées négatives récurrentes. En fait, cette voix, elle n'est pas censée être votre ennemi. C'est pas censé être Monsieur Peur dans Vice Versa. Pourtant, ça l'est. En fait, tous ces doutes, toutes ces paroles de « je suis pas assez, ils vont me regarder mal, patati patata », ça, c'est cette voix-là dont je parle, qui est ton critique intérieur, ton protecteur intérieur. Parce qu'en fait, cette voix, elle se manipule uniquement pour te protéger. Parce qu'en fait, elle t'envoie des signaux, te dire là, tu vas sortir de ta zone de confort, c'est pas familier, c'est l'inconnu, alors j'en ai peur. Alors elle va tout faire pour te ramener dans ta zone de confort. Parce que c'est que ce qu'elle connaît. Et en fait, tout le monde la prend pour la grande vérité absolue, puisque c'est notre voix dans notre tête, alors qu'en fait, pas du tout, c'est juste la traduction et la translation de nos peurs. Et apprendre à observer cette voix sans jugement, c'est pour moi un moyen hyper puissant de gagner en confiance en soi. Parce que quand tu apprends à l'observer en t'en détachant, quand tu deviens l'observateur, le spectateur de ses pensées, eh bien tu les prends plus personnellement. Donc tu peux enfin voir ces pièges qui essaient de te bloquer dans cette zone de confort. Puisque tu es spectateur, tu arrêtes d'y réagir. Tu es là, tu observes, tu écoutes et tu laisses passer. Faut que tu choisisses, tu peux choisir consciemment de ne pas y réagir. Tu peux choisir consciemment de dire « Ok, j'ai entendu cette voix, mais je vais pas la suivre. Parce que je sais que c'est ma zone de confort. Je sais que c'est pour rester dans une zone qui m'est familière, qui m'est connue. Et moi, je veux pas ça. Parce que mon potentiel, mes rêves, ils se trouvent de l'autre côté de l'inconnu. Ils se trouvent de l'autre côté de la peur. Lorsque tu prends du temps pour observer ton critique intérieur, tu te rends compte que souvent, tous ces doutes, toutes ces peurs, c'est souvent des mécaniques intérieures. C'est souvent des habitudes mentales ou alors des peurs qui n'ont pas besoin de diriger ta vie. Et en devenant plus consciente de ces pensées, tu peux décider de ne plus les laisser prendre autant de place. Et tu réalises que t'es pas obligé de croire tout ce que cette voix te dit. Donc la prochaine fois que tu entends une pensée négative ou critique dans ta tête, prends 3 secondes, pose-toi et observe-la. Plutôt de te laisser submerger par celle-ci, essaie de lui donner un nom. Est-ce que c'est plutôt de la peur? Est-ce que c'est plutôt de l'inquiétude? Est-ce que c'est plutôt de l'anxiété? Et une fois que c'est fait, essaie de réagir avec compassion en te disant « Je comprends pourquoi t'es là, je comprends que t'essayes de me protéger d'une certaine manière, mais cette pensée-là, je vais pas la laisser me définir. Elle ne me définit pas. » L'avant-dernière et 8e stratégie est sortir de ta zone de confort. Donc d'abord, qu'est-ce que la zone de confort? La zone de confort, c'est un lieu où tu te sens à l'aise, où tu te sens en sécurité, confortable. C'est une zone familière et connue. Mais c'est également un endroit où ta croissance, elle est limitée. Et pour revenir à nos moutons, pour construire une réelle confiance en soi, on a besoin de dépasser, de sortir de cette zone de confort. Ça peut te paraître étrange ou inconfortable, mais à chaque fois que tu sors de cette zone de confort, à chaque fois que tu oses franchir cette limite, tu gagnes en confiance et en compétence. Tu découvres des facettes de toi que tu connaissais même pas, et tout ça, ça te permet d'élargir ton horizon, d'élargir ta zone de confort. En sortant de ta zone de confort, en fait, tu te donnes la possibilité, tu te donnes la chance de faire de nouvelles rencontres hyper inspirantes, tu te donnes la chance de vivre de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités. Et au fil du temps, plus tu sors de ta zone de confort, plus les situations qui te mettaient mal à l'aise deviennent moins menaçantes et bien plus gérables. Et encore une fois, rappelle-toi que l'embarras est un choix. Sortir de ta zone de confort, peut-être que tu n'oses pas parce que tu as toutes ces petites voix dans ta tête, tu as ton critique intérieur qui te dit « tout le monde va te regarder ». Et ben là, rappelle-toi, l'embarras est un choix. C'est que l'effet projecteur qui se passe dans ma tête. Et la voix que j'entends là, c'est juste la voix qui veut que je reste petite, qui veut que je reste dans mon champ connu, qui veut que je reste dans ma zone de confort actuelle. Et donc là, tu peux faire l'exercice, tu te recules et dis ok, c'est pas moi, je me décrache de ça. Je sais que ça reflète une peur, une inquiétude que j'ai en moi, mais c'est ok, ça ne me définit pas et c'est pas vrai. Parce que l'effet projecteur, c'est juste une projection de mon intériorité sur les autres, parce que si, parce que ça. Enfin, le dernier tip, c'est crée-toi un cercle social sain. Il faut savoir que les personnes proches de toi, avec qui tu t'entoures chaque jour, elles vont avoir un impact direct sur ta confiance en toi. Avoir un cercle social sain, bienveillant, encourageant, inspirant, ça peut t'aider à la renforcer parce que ces relations-là, elles t'apportent un soutien constant, des retours constructifs, de la motivation. Et à l'inverse, des relations toxiques, on sait tous que ça peut nous miner notre confiance en nous. Et la vérité, vous avez sans doute déjà entendu cette phrase, c'est « nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus ». Et donc quand tu sais que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, tu le sais. Tu sais directement que les personnes avec qui tu vas passer ton temps, avec qui tu t'entoures, elles vont avoir un rôle énorme sur ta confiance en toi. Il est essentiel de s'entourer des gens qui respectent tes valeurs, qui te respectent pour qui tu es, qui t'acceptent comme tu es mais qui te poussent quand même à devenir la meilleure version de toi-même, qui se disent tes vérités en face. Et c'est tout aussi important d'être cette personne pour les autres. Chapitre 5, les devoirs.
Maintenant que tu as toutes les clés pour travailler sur ta confiance, il est temps de passer aux choses sérieuses, aka aux devoirs pratiques. Ces devoirs ils sont conçus pour être réalisés dès la fin de la vidéo et sur la semaine qui suit. Passons aux 4 grands devoirs que je vous ai préparés. Mais pas de panique, rien n'est grave, j'ai mis tous les devoirs en lien dans la description. Comme ça vous pouvez tout récupérer, vous avez juste à cliquer dessus. Simple, rapide et efficace. Et un petit rappel avant de vous laisser. La confiance en soi, c'est pas attendre que tout soit parfait, ni ne jamais se tromper, non. C'est se lever, se mettre en action, même quand tout se passe pas comme prévu. Comme là par exemple. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!